La matinale RCF, le grand invité. À 20h ce soir, il devrait y avoir assez peu de monde dans les rues et beaucoup de monde devant le petit écran. La France sera opposée au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Et si aujourd'hui tous les regards sont concentrés sur l'exploit sportif, l'attribution et l'organisation de la compétition ont suscité bien des controverses. Tant et si bien que certains ont appelé au boycott de l'événement, un boycott qui semble très peu suivi au regard des audiences pharaoniques réalisées par les matchs diffusés à la télévision. Coupe du Monde au Qatar, le boycott impossible. Nous y revenons ce matin avec Arnaud Boutéon, bonjour. Bonjour Pierre-Hugues. Vous êtes l'auteur de Comme un athlète de Dieu, un manifeste sportif et chrétien. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur les liens qui unissent sport, politique et religion. Et ce matin, j'ai envie de vous demander très simplement, est-ce qu'il est encore tenable de boycotter la Coupe du Monde quand on est en demi-finale ? D'abord, quand on est fan de football, comme c'est mon cas, il y a un écartèlement, un stretching extrêmement douloureux. Parce que d'un côté, il faut imaginer des virtuoses du ballon rond avec les meilleurs joueurs de la planète qui se retrouvent sur un terrain pour un affrontement exceptionnel. Et puis de l'autre, on ne ferme pas les yeux sur les conditions d'attribution de ce mondial, sur le coût pharaonique que représente l'organisation de la Coupe du Monde. On parle de près de 220 milliards d'euros. Vous imaginez si cette somme avait été destinée à d'autres biens et à d'autres causes. Pour information, en Russie, grande démocratie, le coût d'organisation il y a 4 ans était de 20 milliards d'euros. Donc là, il y a un rapport de 1 à 10, vous parlez d'étirement. Comment on fait du coup ce soir ? Est-ce que vous êtes devant la télé ou vous boycottez ? Non, je ne vais pas boycotter. Alors, d'abord, beaucoup de fans de sport évoquent un boycott feutré. Donc ils font boue quand ils voient le patron de la Fédération internationale du football. On est extrêmement lucide sur les conditions d'attribution, mais c'était en 2010. C'était en 2010. Je crois qu'il est très important que la lumière soit faite sur ces conditions d'attribution. On sait aussi que le rôle de la France n'a pas été très clair. Il y a toujours des contreparties, des contre-alliés. Ensuite, il y a des enjeux diplomatiques dans ce grand cirque que peut être l'organisation d'une Coupe du Monde avec des droits télé absolument délirants. Et quand les gens vont mal, ils vivent aussi par procuration. Il y a aussi une dimension du pain et des jeux qui est aussi évidente. Donc les politiques ont intérêt à ce que les personnes soient devant leur écran pour éviter de penser à la difficulté du quotidien. Et puis ça peut aussi leur apporter, je crois, aussi un surplus de joie, parce qu'on vibre par procuration. Donc c'est certainement factice, c'est éphémère, mais le football, dans sa consommation physique charnelle, parce qu'on est nombreux à avoir joué au foot, c'est quand même la plus grande fédération sportive en France, il y a quand même plus d'un million de licenciés. Donc il y a d'abord des personnes qui aiment le foot parce qu'ils jouent au football, et puis ensuite, derrière, on vibre par procuration, parce que le foot c'est un succès d'année de religion, c'est une activité qui aujourd'hui, de façon cathartique, vient cristalliser beaucoup de choses qu'on peut porter en nous. Donc, c'est une épopée humaine. Vous parlez du plaisir qu'on a à regarder le foot, mais est-ce que c'est pas un plaisir malsain au regard de 220 milliards que coûte cette Coupe du Monde, au regard de toutes les personnes qui sont mortes sur les chantiers, au regard de l'esclavage qu'a parfois pratiqué le Qatar à l'égard des ouvriers qui travaillaient sur les chantiers ? On est d'accord pour ça. Ensuite, il y a ceux qui aiment le foot, ceux qui n'aiment pas le foot. C'est comme si moi, demain, je disais, je vais boycotter la quiche au chou-fleur que je n'aime pas. Enfin, c'est facile de se mettre dans une posture de boycott quand on n'aime pas le produit consommé. On est au courant de tout ça. Moi, ce que je vois aussi, d'abord, on voit aujourd'hui le Qatar Gate. Peut-être que vous allez en parler. Donc, il y a aussi des choses qui vont s'ouvrir. Le Qatar Gate, rappelons très rapidement, c'est cette affaire au Parlement européen. Voilà, il y a 20 000 journalistes qui sont allés au Qatar. 20 000 journalistes, donc alors il y en a peut-être qui sont, qui j'allais dire, rentrent dans des sortes de protocoles de relations publiques, de pseudo-corruption, où on les régale, etc. D'autres qui vont chercher, d'autres qui vont voir des choses. Mais je pense que les regards doivent se tourner aussi vers la FIFA. Quand on regarde les conditions d'attribution, eh bien aujourd'hui, vous avez une institution qui est titulaire de droits d'organisation, avec des droits télé qui représentent une manne colossale. Et un petit pays, 90% de sa population sont des travailleurs étrangers, qui sort plus de 1000 milliards de dollars de free cash flow par an et qui veut tout s'acheter. Voilà, tout simplement. Ils sont dans un rapport de force, ils sont mécènes de tout, ils sont sponsors de tout, ils investissent partout.
en face, il faut être solide Et pour ne pas résister à cette manne. Comment est-ce qu'on est solide, justement ? Parce qu'on peut s'interroger, on regarde le Qatar Gate, qui est quand même un scandale au Parlement européen, on regarde aussi tout ce que le Qatar peut acheter ici et là. Comment est-ce qu'on reste solide, justement ? Comment est-ce qu'on peut réussir à dire au Qatar, dans les rapports diplomatiques, dans les rapports de force, vous qui êtes spécialiste de ces rapports entre sport et politique, quelle place diplomatique la France peut-elle avoir ? Celui qui paye commande. À partir du moment où des pays ont besoin d'argent frais, mais les questions se posent aussi avec la Chine. Aujourd'hui, on a des surfaces colossales, des vignobles qui partent en Chine. On sait qu'il y a aussi des aéroports qui sont ciblés par les Chinois. C'est la question du pouvoir de l'argent. Et après, il faut que... c'est la vertu du décideur, c'est la vertu des organisateurs qui se disent, le football, aujourd'hui, la place diplomatique du football, elle est colossale. Les propriétaires du football que sont la FIFA ou l'UEFA, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est répandre la religion football partout dans le monde. Donc le fait d'être présent en Afrique, le fait d'être présent dans des zones un peu exotiques, pour eux c'est merveilleux. Pour eux c'est merveilleux parce que la religion au football se répand. Et ensuite tout ce qui est brassage de culture, de population autour du football, pour eux c'est la victoire du foot. C'est-à-dire ce qu'arrive à faire le foot, aucune religion, aucune puissance politique n'arrive à le faire. Vous voyagez à n'importe quel endroit du monde, vous mettez un ballon entre les peuples, les gens retrouvent une grammaire commune. On retrouve un comportement d'enfant et une communion, un lien, une relation se fait. Le pape François a émis un message aux spectateurs, aux organisateurs et à tous ceux qui allaient suivre cette Coupe du Monde comme un lieu de rassemblement, de joie, de communion, etc. Dans ce message, le pape François n'est pas très clair. Est-ce qu'il boycotte ou pas ? Est-ce qu'il donne son blanc-seing pour cette Coupe du Monde ? C'est une réflexion autour du sujet de l'hospitalité. Voilà, de l'hospitalité, de la fraternité. Est-ce que un pontife doit recevoir les pires tyrans de la planète ? C'est un sujet. Est-ce qu'il faut rester immaculé ? Est-ce qu'il faut avoir de la poussière sur ses chaussures ? Je me souviens de Michel Cantu qui un jour me racontait que Jean-Paul II, rencontrant des dictateurs, disait je vais les rencontrer en frères et il peut se passer quelque chose. Voilà. Et je pense que c'est peut-être certainement illusoire. Alors il y a le grand cynisme des mécaniques implacables de protocoles de corruption qui se mettent en place. Mais dans le brassage des populations, dans la rencontre, il y a des choses qui peuvent bouger. Est-ce que vous pensez que ça peut faire évoluer la position du Qatar ? Le seul fait qu'il y ait un tel événement, je pense notamment à la place de l'alcool dans l'événement, qui était au départ totalement prohibé, qui finalement, la position du Qatar a pu évoluer avec le temps. Est-ce que vous pensez que c'est utopique de penser que le seul fait de l'organisation d'un tel événement peut faire évoluer les choses ? Je ne sais pas si c'est l'alcool ou bien le ridicule kitsch et le supporterisme un peu débridé qui rencontre un peu une société plus obscurantiste ou verrouillée. C'est ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui bougent. Et ce qui est intéressant, et moi ce qui m'intéresse dans le sport, c'est pas l'opposition, c'est l'adversité. C'est qu'il y a un moment, et c'est aussi ce que veut, à mon avis, promouvoir aussi le pape. C'est-à-dire que dans la rencontre, chacun arrive avec une histoire, avec des convictions, avec des objectifs, avec une visée, et puis il y a un moment où ça se frotte. Dans le livre de l'Exode, il y a un passage qui dit « Comme le fer s'aiguise avec le fer, l'homme s'aiguise face à son prochain ». Et dans la rencontre, ce travail d'aiguisage peut se mettre en place. C'est peut-être illusoire, on est peut-être vraiment on aurait pu dire la même chose de la Russie en 2018, regardez où on en est aujourd'hui. Donc c'est peut-être illusoire, mais il y a toujours cet petit espace de gratuité, de rencontres qui se font entre deux personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film 1000 milliards de dollars où il y a un échange comme ça sur le miracle, la seconde de la confiance. Il peut se passer des choses. C'est la rencontre de Saint François d'Assise avec le sultan il y a un peu plus de 800 ans. Donc il peut se passer des choses. Après, il y a des grands sujets diplomatiques, le Vatican en Chine, qu'est-ce qui se passe en Chine, c'est douloureux. Ça me frappe, le poids de la diplomatie dont vous parlez dans le sport. Emmanuel Macron a dit récemment qu'il voulait séparer sport et politique, et en même temps assez macronien, le symbole des Jeux Olympiques de Paris, ce sera un bonnet phrygien, donc symbole politique s'il en est. Comment est-ce que les dirigeants
dirigeants politiques arrivent à articuler leur positionnement par rapport au sport et par rapport à ce lien étrange entre sport et politique? Je pense que c'est illusoire de dépolitiser le sport. Le sport est une puissance politique, métapolitique presque, parce qu'aujourd'hui ça devient quasiment une religion au sens de religere. Elle relie, comme les ligaments relient, elle relie les peuples. Et comme c'est une plateforme attractive pour les médias, pour la population, que font les politiques? Ils y sautent à pieds joints. Alors quand ça se passe très bien, les politiques sont tous là pour s'attribuer les vertus et les mérites d'une victoire, d'une belle aventure, qui crée du lien, parce qu'à travers l'épopée de l'équipe de France, on voit chacun se retrouve, chacun vit par procuration. Le petit blanc se retrouve dans tel joueur, le jeune de cité se retrouve dans tel joueur. Selon la place sur le terrain, ça renvoie aussi à nos tempéraments personnels. Est-ce que je suis plutôt un attaquant, je suis un défenseur, je vais verrouiller, je vais partir sur les ailes? Donc il y a quelque chose de magnifique du théâtre de la vie. Ensuite, le lien avec la politique, il est quasiment intrinsèque. Voilà. Mais c'est exactement... quelqu'un aujourd'hui, un petit jeune me disait, je veux m'engager en politique. Je lui disais, mais engage-toi dans ta paroisse et tu verras, organise une fête paroissiale. Si sa fête paroissiale, son affluence est multipliée par 5, les hommes politiques viendront. Ils viendront. Et là, tu pourras peut-être les rencontrer et puis servir le bien commun dans des tâches plus obscures ou de services humbles. Mais de toute façon, le monde politique viendra se réjouir avec ceux qui se réjouissent, quoi. Prochaine compétition, ce sera les Jeux Olympiques justement en 2024. Quelle place pour les églises dans cette compétition qui arrive? On a pu entendre que le Vatican commençait à imaginer la création d'un comité national olympique. Alors oui, alors ça c'est Monseigneur Gobillard qui est détaché du Saint-Siège pour suivre un peu la mobilisation olympique. Et puis avec lui et Monseigneur Marseille, l'évêque auxiliaire de Paris, un petit groupe, un petit comité de pilotage qui s'est mis en place. Et on avance en bonne intelligence avec les gens du comité d'organisation, avec les représentants de l'État. Les curés de toutes les paroisses qui sont à moins de 500 mètres de lieu olympique sont déjà mobilisés. On a des groupes de jeunes qui sont là. On réfléchit aussi à raconter une histoire, parce que la devise olympique vient d'un dominicain, le père Didon, qui a noué une grande relation avec Pierre de Coubertin. Donc c'était deux patronages à l'origine des Jeux Olympiques, un patronage laïque, un patronage religieux à Arcueil et au Stade Français, et puis le Coubertin qui était avant tout un psychologue un peu esthète, très helléniste, a demandé un peu la bénédiction du père Didon, un dominicain rebelle en rupture de ban avec son ordre. Et le père Didon lui a dit « Relancer les Jeux Olympiques modernes, j'en serai ». Et c'est reparti, et avec cette vraie volonté d'un espace de rencontre entre les peuples, c'est tout. Et bien avant ça, il y aura ce soir le match France-Maroc. Merci beaucoup Arnaud Boutéon d'être passé par la matinale RCF ce matin.